Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Et nous sommes ici à l'Assemblée nationale. Évidemment, l'invité c'est honorable Ben Youssouf Keïta. Il est député de l'UFDG, président de la commission santé, jeunesse, sport, art, culture et patrimoine historique ici à l'Assemblée nationale. Honorable, merci de nous retrouver, je vais dire de nous recevoir ici chez vous. Merci, le plaisir est pour moi. Surtout merci surtout pour les cafés. Là, nous sommes véritablement dans du café débat, accompagné surtout avec deux bonnes tasses de café. Évidemment, puisque nous sommes à l'Assemblée, nous parlerons donc de l'actualité liée au Parlement, liée aux députés, notamment le retour des députés de l'opposition à l'Assemblée. Beaucoup se demandent pourquoi, après avoir quitté l'Assemblée, ils ont décidé de retourner, puisque chacun y donne des raisons, et chacun donc trouve des explications à ce retour des députés de l'opposition à l'Assemblée. Nous allons parler de ce sujet, mais aussi nous parlerons de l'adoption du volet recette de la loi des finances initiales 2020 qui a été faite donc hier ici à l'Assemblée, sauf que les députés de l'opposition dans leur majorité se sont abstenus donc de voter pour ce volet recette de la loi des finances initiales. Pourquoi? Les raisons, notre invité va nous les donner tout à l'heure. Après, nous parlerons bien sûr d'actualités liées au processus électoral, notamment le recensement des électeurs qui connaît bien de problèmes et donc qui suscite des réactions chez les partis politiques de l'opposition. Bien d'autres sujets se grefferont donc à cela. Pour donc commencer, honorable, alors vous étiez parti de l'Assemblée à un moment où le climat politique était encore chaud, même s'il n'est pas encore de plus en plus froid. Mais on avait arrêté des membres du FNDC. Il y avait eu des morts à l'issue des manifestations du 14, 15, 16, ainsi de suite. D'aucuns pensaient que c'était un très bon geste et ne s'attendaient pas à votre retour à l'Assemblée. Et tout d'un coup, vous avez décidé de retourner à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous avez décidé de revenir? Merci, monsieur le journaliste. Il faut comprendre d'abord, comme vous avez dit, avant de demander pourquoi nous avons décidé de revenir, il faut demander pourquoi nous avons décidé de quitter. Et nous avons décidé de quitter quand, de manière unilatérale, le pouvoir en place, par la volonté de M. Alpha Condé, a voulu biaiser le processus électoral. Et il est de notoriété que l'opinion nationale et internationale, ils sont branchés sur la Guinée et que la communauté internationale, à travers un audit, a scanné le processus électoral en Guinée. Et il a trouvé beaucoup de défaillances. Et ce conglomérat de communauté internationale donc a recommandé certaines prescriptions, comme le médecin qui, au chevet d'un malade, pose son diagnostic et prescrit un traitement. En clair, le traitement était, premièrement, de nettoyer les fichiers électoraux, de sortir les 1,5 million fictifs, de recenser... Là, c'est vous qui parlez de fictifs. On dit que c'est des gens qui ont leur données incomplètes, mais pas de fictifs en tant que tel. Je n'invente pas, c'est le comité d'audit qui le dit. Et de recenser, parce que depuis 2015, il n'y a pas eu de recensement. Et de 2015 à 2019, pratiquement 4 ans, voire 4 ans et plus, il y a des milliers, voire même millions de Guinéens qui ont atteint l'âge de 18 ans, qui ne sont pas recensés. Donc ça, c'est un problème. Voilà, ça c'est le problème. Aussi, la date devait être respectée. Ces processus ne pouvaient pas avoir cours avant au minimum 270 jours. Ça, c'est ce que l'audit a recommandé à travers les propositions même de la propre CENI lors de sa retraite de Kindia. Et subitement, M. Alpha Condé a décidé, à travers Québec, de convoquer les élections pour le 28 décembre 2019. Alors là, il fallait réagir.
Et comme nous sommes des légalistes, nous nous basons sur les prérogatives que nous accorde la Constitution. Une de ces prérogatives, c'est la manifestation. L'autre prérogative, c'est de nous faire entendre à travers les institutions que nous occupons. Nous dénonçons là, comme la CENI l'a fait tout récemment, où nous claquons la porte pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale. Alors, la méthode que nous avons choisie, après l'annonce par M. Alpha Condé de la possible convocation du corps électoral pour le 28 décembre 2019, était que nous, le président n'a pas validé cette date entre-temps, il faut le rappeler. Il n'a pas pris de décret pour convoquer le corps électoral. Mais déjà tout le monde savait, il avait dit, déjà on savait que la CENI avait fixé. Tout à fait. La CENI avait fixé, de manière unilatérale même, et sans le consensus même de certains membres de la CENI. M. Kébé lui seul, de manière cavaleresque, parce qu'il a reçu l'injonction de M. Alpha Condé de provoquer les élections avant le 1er janvier 2020. Alors il a trouvé la parade 28 décembre 2019. Donc nous avons quitté l'Assemblée pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur ce qui allait arriver. N'oubliez pas que les conflits majeurs, les conflagrations, pour dire les guerres fratricides dans les pays, comme nous avons vu au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, c'est suite à des élections tripatouillées. Et on ne pouvait pas accepter. Donc nous avons décidé, en tant oui, mais là, que député... vous citez que des raisons politiques. Au même moment, il y avait le combat du FNDC. Non. Attention. Quand vous avez quitté est-ce que vous avez quitté l'Assemblée? Nous avons quitté avant même que les leaders du FNDC ne soient arrêtés. D'accord. Nous avons annoncé avant que votre retraite, le leader Sano et ses frères d'armes, Sekou Kounduno, Eli Kamano, Badra Kone, Diallo, Bilde Sam, Bari et tant d'autres à l'intérieur de la Guinée n'aient été arrêtés. Nous avions décidé de suspendre nos activités. C'est après la suspension de nos activités, certainement que, voyant la situation s'échapper de leurs mains, que dans la panique, le gouvernement a décidé peut-être de décapiter le FNDC en allant kidnapper les leaders, certains de ces leaders. Bien. Donc ça c'était, ils ont été kidnappés après que nous ayons décidé de suspendre nos activités. Donc là ce sont les raisons... Quand nous avons... Ce n'est pas fini. Et en ce moment encore, il n'y avait eu aucun mort pour cela. Les 22 morts là n'étaient pas encore arrivés quand nous avons décidé de suspendre nos activités. Donc la raison fondamentale de la suspension de nos activités, c'était pour protester contre la date du 28 décembre 2019. Bien. Et elle a été reportée sine die à l'époque. Bien. Et donc, vous avez quitté l'Assemblée, beaucoup de choses se sont passées. Entre-temps, comme vous l'avez si bien dit, il y a eu l'annonce de cette série de manifestations multiformes par le FNDC sur l'étendue du territoire, ce qui a amené à l'arrestation des leaders de société civile du FNDC. Et malgré qu'ils ont été arrêtés, le lendemain, il y a eu ces manifs qui ont donc connu des morts aujourd'hui jusqu'à 22 comme vous le dites. Et c'est vrai que ces gens-là sont libérés, mais vous décidez de revenir à l'Assemblée. Or, la situation ne s'est pas arrangée. Entre-temps, elle n'a fait que s'empirer parce qu'il y a eu des morts pour des protestations dont vous étiez partie prenante, notamment contre la nouvelle constitution. Et au point de vue processus électoral, c'est vrai qu'on a fixé une nouvelle date, mais est-ce que ça valait la peine de retourner à l'Assemblée, si ce n'est que pour des intérêts comme certains le disent? D'aucuns même disent que non, vous voulez revenir encore prendre les salaires, vous voulez revenir pour les privilèges que vous aviez. Est-ce que ce ne serait pas judicieux, logique politiquement, de continuer à observer la chaise vide ou les chaises vides? Monsieur Ouri, un conseil que je vais vous donner, ne vous justifiez jamais devant votre adversaire. Parce que nous sommes dans l'adversité politique. Nous ne sommes pas entre ennemis, comme le clame
Quelqu'un. Ce ne sont pas seulement vos adversaires qui voient mal votre retour. Je prends Faya Milimono. Faya Milimono est de l'opposition républicaine, mais qui voit mal votre retour à l'Assemblée. Écoutez très bien. Nous sommes un parti politique. Nous sommes un groupe parlementaire, voire même 2 groupes parlementaires qui avons décidé, sur 3, de suspendre nos activités. En toute liberté. Et sous aucune pression. Et seulement dépendant... il y a la pression. Parce que le mandat d'un député est comment on dit? Je dis bien dépendant purement et simplement de la volonté des députés du groupe parlementaire libéral-démocrate et Alliance républicaine. C'est nous qui sommes réunis, qui avons fait la déclaration au niveau de notre groupe parlementaire que nous suspendons nos activités. Ce n'est pas un parti politique qui nous a demandé de le faire, ce n'est pas le FNDC, mais c'est nous, de notre propre chef, qui avons décidé pour mener le combat à notre manière. Et ça a porté fruit. Donc je dis très bien que quand nous décidions de suspendre nos activités, c'était pour protester contre la date imminente du 28 décembre 2019. Bien. Entre-temps, il y a eu, en cours de chemin, l'arrestation de ces leaders. Il y a eu, en cours de chemin, la mort de plus de 20 jeunes froidement abattus lors de ces manifestations. Alors donc ça a compliqué davantage maintenant le retour. Nous ne pouvions pas avoir nos leaders qui ont les mêmes objectifs que nous, c'est-à-dire la société civile, je parle du leader du FNDC, FNDC auquel nous appartenons en tant que force importante. Nous ne pouvions pas revenir en laissant en prison nos camarades de lutte, parce que nous avions le même combat, d'une part. Et d'autre part, il était difficile pour nous, avec plus de 15 jeunes encore non enterrés à l'époque. Vous avez suivi ce qui est arrivé, qui a même coûté le poste au ministre de la Santé et au ministre de la Sécurité, le va-et-vient qu'il y a eu avec les 11 corps. Nous ne pouvions pas avoir ceci encore dans nos bras pour dire que nous revenions. Bien. Mais sinon, l'objectif numéro 1 était atteint. Le combat continue. C'est-à-dire la date des élections. La date des élections. Donc du moment où la CENI avait reporté pour le 16 février, c'était une raison déjà pour revenir. C'était une raison déjà pour revenir. Mais, parce que c'était le principal motif de notre suspension, de la suspension de nos activités. C'était le principal motif. Vous comprenez? Mais, après, une fois que cela a été reporté, à l'époque on ne savait pas, mais c'était au calendrier grec, nous sommes que c'était le 16 février, nous pouvions revenir. Mais comme j'ai dit tantôt, il y a eu entre-temps des péripéties qui ne nous permettaient pas, par solidarité, par dignité et par esprit de combat, de revenir. Mais non seulement la date a été reportée, ça c'est un, nos camarades du FNDC ont été libérés. Nous avons dignement enterré nos confrères martyrs morts sur le champ d'honneur. Et aussi nous avons obtenu une autre victoire parce que nous étions interdits de manifester. Il vous souviendra que le ministère de la Mission Territoire avait pris un arrêté pour interdire toute manifestation. Et c'était aller contre l'article 10 de la Constitution. Ils sont revenus là-dessus. Et c'est une victoire donc. Donc pour toutes ces raisons, nous pouvons manifester comme nous voulons, en respectant bien sûr la loi, comme nous sommes des légalistes. Alors pour toutes ces raisons, il était important, parce que nous avions suspendu nos activités. Nous n'étions pas retirés définitivement et nous n'avions pas démissionné. Quand vous suspendez votre activité, il y a 2 possibilités. Soit vous la reprenez quand vous l'estimez nécessaire et opportun, ou bien vous l'abandonnez définitivement. Mais nous avons considéré que notre combat devait continuer sur un autre front, le front législatif. Qu'est-ce que vous pouvez faire en retournant à l'Assemblée maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez faire ici contre ceux qui se trament, contre ceux que vous dénoncez comme velléité, pendant qu'il ne vous reste combien de mois maintenant? Déjà, votre mandat est expiré, comme certains le disent, Faya même le dit que vous êtes des députés périmés.
Et il est très fâché parce que vous êtes retourné à l'Assemblée. Pour lui, vous n'aviez aucune raison de revenir. Il fallait bouder l'Assemblée définitivement, continuer le combat que vous menez là pour que le président et la CENI fassent en sorte qu'on tienne les législatives le 16 février, qu'on renouvelle donc l'Assemblée et l'empêcher d'aller vers ce qu'il appelle le velléité de troisième mandat. Donc du coup, il résume votre retour par les besoins de venir reprendre vos privilèges des députés, non, les salaires, les émolutions, les émoluments, ainsi de suite. Je ne pense pas que vous soyez dans l'esprit de M. Faya Milimono. C'est ce qu'il a dit. Hein? S'il a dit cela, c'est ce qu'il a dit. S'il a dit cela, ça n'engage que lui. Et dans cette émission même. Ça n'engage que lui et c'est son droit absolu de penser et de dire ce qu'il veut, de penser comme il veut et de dire ce qu'il veut, pourvu que sa liberté elle ne dépasse pas la nôtre. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire de plus en retournant à l'Assemblée? Je dis bien, nous avons avons de pression de retourner parce que notre présence à l'Assemblée, avec déjà une minorité de blocage assurée, nous permet de contrôler encore toutes les lois organiques. Et n'oubliez pas que l'article 27 et l'article 154 sont des lois organiques de la Constitution. Et qui ne peuvent être modifiées. Ces articles-là parlent de quoi? L'article 27 du mandat, du chef de l'État, qui est limité à 5, une fois, renouvelable une seule fois, de manière consécutive ou non. Donc, aucun chef d'État, à partir de 2010, ne peut faire plus de 10 ans au pouvoir. Que ce soit 10 ans successifs ou 5 ans, après 5 ans, vous limitez là. L'article 27. Article 154 dit que cet article 27 est intangible, qu'on ne peut le modifier en aucune condition. Donc vous êtes retourné pour veiller sur ce genre de... Et donc, quand nous sommes là, la majorité des 2/3 ne peut pas être obtenue par la mouvance présidentielle. Pour toucher à ces aspects-là? Exactement. Et, écoutez, pour le combat qu'il y a actuellement de tripatouiller les élections législatives, ce n'est pas pour autre chose. C'est pour essayer d'avoir les 2/3 afin de ne pas aller au référendum ni au vote pour que, de manière législative, l'Assemblée décide à partir de modifier, parce qu'elle peut, l'Assemblée le peut, de modifier cette Constitution. Alors notre présence ici est importante. C'est un verrou législatif. Bien. Même si on est d'accord que votre mandat est expiré, il y a bien de mois de cela. Alors oui, vous avez expliqué donc ça n'a rien à voir avec les privilèges. Ça n'a absolument rien à voir avec les privilèges. Mais écoutez bien, quand vous voyez, d'abord, ne parlons pas même de la mouvance, parlons de l'opposition. Mais quand vous voyez les députés dans la majorité, mais ce n'est pas des gens qui sont nécessiteux. D'accord. Vous avez des anciens ministres. Vous avez des anciens hauts cadres. Vous avez des anciens diplomates. Vous comprenez? Vous avez des hauts fonctionnaires internationaux. Bien. Vous comprenez? Donc ça n'a rien à voir avec tout ça. Et vous avez des personnes qui, surtout dans le cadre de l'opposition, qui ont été approchées avec des propositions mirabolantes sur le plan financier pour aller à la mouvance. Mais non. Les gens sont restés droits dans leur botte parce que nous avons un idéal, nous avons une conviction, nous avons un leader, nous, UFDG, que nous respectons, auquel nous faisons confiance, qui est pratiquement notre idole. Donc, vous allez rester jusqu'au soir du 16 février, si jamais on tient les élections le 16, jusqu'à ce qu'on donne les résultats finaux et qu'on renouvelle l'Assemblée, et puis maintenant vous quitterez. Alors, nous allons rester jusqu'à l'installation des nouveaux députés. Et ça, peut-être jusqu'à votre réinstallation. C'est possible. Vous serez candidat. C'est possible. Bien. Moi, vous savez, c'est pas moi qui me suis porté candidat. J'ai été choisi par mon sur la liste nationale. Par mon parti et par le président du parti, Cellou Dalein Diallo. Bien. Il a estimé à l'époque que j'étais utile et que je serais utile. Alors, s'il estime encore que j'ai été utile et que je serai utile jusqu'en 2020 pour le pousser à s'écouter et occuper le fauteuil présidentiel, il me reconduira. Bien. Voilà. On verra bien pendant les campagnes législatives. Une minute pour parler de l'adoption du volet recettes de la LFI 2020, la loi de finances initiale 2020, qui a été adoptée ici hier à l'Assemblée dans une ambiance véritablement chaude.
on a vu les députés s'insulter, ainsi de suite. Mais l'essentiel, c'est d'abord ce volet recette qui s'élève, si j'ai les bons chiffres, à au moins 21 000 milliards. Vous, les députés de l'opposition, dans la majorité, vous vous êtes abstenus, donc vous n'avez pas voté ce volet recette. Pourquoi? Bien, effectivement, vous savez, l'opposition à l'Assemblée a deux groupes parlementaires. Il y a le groupe Alliance républicaine du président Sidya Touré et le groupe libéral-démocrate du président Cellou Dalein Diallo. Et c'est les deux groupes qui avons décidé de suspendre nos activités il y a de cela 2 mois. Donc très objectivement, nous n'avons pas examiné ce volet. Nous n'avons pas participé dans les commissions. Quoique chacun, en tant que député, parce que nous sommes toujours députés, a dû s'informer par-ci par-là de manière informelle pour savoir exactement que contenait cette loi de finances initiale 2020. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé quand un de nos vice-présidents, lors d'une assemblée générale de notre parti, a dénoncé la mauvaise volonté de ce gouvernement pour développer la Guinée, de sortir la Guinée dans la misère. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, le budget du ministère de l'agriculture, ajouté au budget du ministère des TP, ces deux budgets réunis font le budget du président de la République, le budget présidentiel. Notamment combien? 600 000 milliards. Le budget de la présidence? Le budget de la présidence pour 2020? Pour 2020, c'est 600 000 milliards en réalité. Ça. Ils ont fait éclater, par rapport mais tout coïncide à la poche de la présidence de la République. Le budget du ministère de l'Agriculture, c'est 300 milliards, pour dire ainsi. 300 000 milliards. 300 000 milliards. Celui de TP, c'est aussi près de 300 000 milliards. Voyez-vous? Donc alors que normalement, le budget de deux ministères stratégiques réunis font celui de la présidence. Alors, les 600 000 milliards pour 2020, comparé au budget de la présidence de 2019, est-ce que ça a augmenté ou est-ce que ça a diminué? Ça a augmenté. Donc le président, donc Alpha Condé ne fait qu'augmenter son budget. Il ne fait qu'augmenter son budget. Pourquoi? C'est un secret de polichinelle parce qu'il veut se servir de ça pour continuer encore de mener sa campagne de soudoyer la population. Et ça ne marchera pas. Globalement, les recettes elles-mêmes de 21 000 milliards et poussière, est-ce que même 706 milliards. Voilà, malgré que vous n'avez pas voté pour, parce que vous n'avez pas eu le temps de regarder à l'intérieur parce que vous n'étiez pas à l'Assemblée, est-ce que vous avez tout de même constaté, en comparaison des chiffres, que par rapport au budget de 2019, il y a augmentation en termes de recettes, de prévisions? Il y a en termes de prévisions une légère augmentation, mais c'est insuffisant. Une légère augmentation? Oui. C'est insuffisant parce que de 14 milliards, il y a que 14 000 milliards, il y a au début de notre législature. Nous sommes l'année passée venus à 19 000 milliards. Cette année, nous sommes à 21 000 milliards, c'est 21 706 milliards. Donc il y a près de 3 000 milliards d'augmentation. C'est pas peu ça, c'est pas petit ça, non? Nous pensons que c'est insuffisant. Il y a beaucoup d'autres poches de recettes. Ça a été même dénoncé par certains leaders de la mouvance présidentielle qui ont dit, écoutez, vous pouvez faire encore d'autres efforts. D'accord. Cela signifie clairement qu'il y a encore des poches où on peut avoir de l'argent pour gonfler. Malheureusement, c'est adopté parce que c'est en travaux de commission qu'on devait renvoyer les ministères, les départements, aller chercher encore des poches de recettes. Maintenant que c'est adopté, sauf peut-être la loi des finances rectificative. Et comme vous avez compris, comme on dit, les absents ont toujours tort. Nous n'étions pas là, nous avons eu tort. Donc, là, vous avez tort, vous. C'est vous qui avez tort. Oui, nous avons eu tort. Parce que les absents ont toujours tort. Parce que si nous étions là, peut-être nous allions, pour le peuple de Guinée et dans l'intérêt du peuple de Guinée, demander à ces régies pousser le bouchon à aller peut-être voir à obtenir les 30 000 milliards. Peut-être que nous l'avons fait. Mais comme nous n'étions pas là, et c'est de manière volontaire que nous avons quitté,
nous ne pouvons que constater les faits. Et c'est pour cette raison nous nous sommes abstenus, parce que c'est les recettes. Parce que vous ne pouviez pas non plus le bloquer, hein? Vous n'avez pas le nombre pour ça, c'est ça? Non, nous ne pouvons pas. C'est des votes, c'est des lois simples. Simple, ok. Voilà, c'est pas des lois organiques. Voilà. Donc c'est adopté à la majorité simple. Et puis j'ai dit tout à l'heure, tout ça s'est passé hier dans une ambiance chaude. Il y a des députés qui voulaient même se jeter sur les autres. J'ai entendu un dire, je vais te botter là-bas. Il y a l'autre qui dit ceci. Pourquoi c'est toujours chaud comme ça? Les débats, souvent, on va hors sujet en réalité. Non, dans l'Assemblée, vous savez, l'Assemblée, c'est l'expression de la volonté du peuple. Nous, les députés, nous sommes la courroie de transmission entre le peuple, vous comprenez, et l'exécutif. Alors donc, quand vous voyez que nous nous énervons, nous nous échauffons, c'est parce que le peuple est énervé, le peuple est échauffé. C'est ça la réalité. N'oubliez pas, nous exprimons l'état d'esprit de vos mandants, de nos mandants. N'oubliez pas, ce qui a mis le feu poudre, c'est jusqu'à présent l'assassinat ciblé de nos jeunes sur l'axe Amdala-Koza-Bambeto. Et c'est là qu'un député de l'opposition a demandé, a voulu attirer l'attention du ministre de la Justice. Vous comprenez? Et dénoncer avec véhémence le comportement indélicat de nos forces de défense et de sécurité lors de ces manifestations qu'il faut arrêter. Et comment on peut arrêter cela? En menant des investigations et en trouvant les coupables. Bien. Alors, donc il faut comprendre que quand vous touchez la plaie de quelqu'un, évidemment, il va sursauter. Ça n'a pas plu à la mouvance présidentielle. Donc, alors ils ont voulu réagir par-ci, par-là. Finalement, ça crée un brouhaha. Et ça a continué ainsi. Déjà, la température était montée. Bon, certains d'entre nous se sont même déshabillés pour aller se jeter sur les autres. Voilà, c'est normal. Hein, c'est l'ambiance le peuple, c'est comme ça. Voilà. Merci. J'allais dire merci en tout cas pour cette première partie. On se retrouve dans quelques minutes pour continuer notre émission dans la seconde partie de Café Débat. Tout de suite. Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue, d'impacter l'opinion. Nous sommes ici à l'Assemblée et notre invité c'est honorable Ben Youssouf Keïta, président de la commission santé, jeunesse, sport, art, culture et patrimoine historique. Il est député de l'UFR. Si vous venez de nous prendre en marche, évidemment, j'allais dire il est député de l'UFDG. Voilà. C'est très important. Donc, si vous venez de nous prendre en marche, il faut rappeler que nous avions parlé du retour des députés de l'opposition à l'Assemblée, parce que vous savez qu'à un certain temps, ils ont décidé de partir, de suspendre, j'allais dire, leur activité. Pourquoi ils sont revenus? Il a expliqué les raisons dans la première partie. L'adoption du volet recette de la LFI 2020, ils n'ont pas voté, ils se sont abstenus. Les raisons, il les a évoquées. En tout cas, globalement, il faut constater qu'il y a une légère augmentation en termes de recettes de prévision donc fiscale pour 2020. Même si ils pensent que c'est tout simplement léger, il faut aller davantage chercher des poches de recettes. À présent, on va parler du recensement des électeurs qui se passe actuellement sur le terrain par la CENI. On voit qu'il y a un feu de critique qui vient en ce moment de la part de vous, les partis politiques de l'opposition, anomalies liées aux machines, mais aussi liées au recensement des mineurs ci et là. Vous avez quelle idée de l'ampleur de ces anomalies-là aujourd'hui? Très sincèrement, c'est une catastrophe. Ah, donc c'est vraiment une catastrophe. C'est une catastrophe? C'est une catastrophe. J'en vais pour preuve. Mais vous continuez à dire à vos militants d'aller se faire recenser quand même? Évidemment. Il faut les pousser jusqu'au bout pour prouver que ce qu'ils ont dit est impossible. Vous comprenez? Quand un tailleur qui a 5 mètres de tissu dit qu'il peut, avec 5 mètres de tissu, faire une moustiquaire de près de 10 mètres, alors il faut le voir à l'œuvre. Ils ont dit qu'ils peuvent faire le recensement en 1 mois, c'est-à-dire en presque 1 mois, en 25 jours. En 25 jours. Alors que l'audit, et même eux,
au niveau de Kiné, on dit que ça ne sera possible que dans 90 jours. Si il dit qu'il peut le faire à 1 mois, alors que nous avons crié sur tous les toits que ce n'est pas possible, il dit que c'est possible. D'accord, nous les accompagnons pour aller voir. Nous savons que c'est impossible. Déjà, je vais parler de ma propre expérience. Je suis dans le quartier Lambani, Kinifi, dans Ratoma. Il y a une KR. J'ai été 4 fois, donc 4 jours successifs pour me faire recenser. Impossible. Pourquoi? Soit la machine est en panne, ou le recenseur s'est déplacé, et quand il part, il ne revient plus. Mais c'est du n'importe quoi. Et finalement, ça, c'est à mon niveau. Finalement, vous avez pu... Jusqu'à présent, je n'ai pas pu. Vous faire recenser? Je n'ai pas pu me faire recenser. Je suis non seulement allé avec ma carte de lecteur ancienne, mais avec mon passeport également diplomatique. D'accord. Pour avoir toute la garantie d'être enrôlé, comme on le demande. Impossible. Et j'ai même le numéro du recenseur qui dit, allez-y député, dès que nous serons prêts, dès que la machine sera arrangée, on vous appellera. Je dis, appelez-moi à n'importe quel moment. Si je ne suis pas au bloc opératoire parce que je suis chirurgien, si je ne suis pas au bloc opératoire, appelez-moi à n'importe quel moment, je me libérerai pour venir me faire enrôler. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu d'appel. Et comme ça, il y en a un peu partout. Ça, c'est parler seulement d'abord du manque de volonté. Mais on est quand même d'accord que, à part le jour qui est quand même réduit, 25, on est d'accord que tout processus électoral, dans ces aspects opérationnels-là, c'est-à-dire les recensements et tout, connaissent ce genre de blocage, non? Mais pas de manière aussi dramatique que ce que nous connaissons. Il y a 2 raisons. Soit il y a une incompétence notoire et totale. De qui? De la CENI à organiser ce recensement. Soit il y a une incompétence notoire et totale. Ou soit il y a une volonté affichée, donc un complot pour essayer de brimer l'opposition à tous les niveaux, afin que les électeurs supposés dans les fiefs de l'opposition soient recensés le minimum possible, les électeurs dans les fiefs censés de la mouvance présidentielle recensés le maximum possible, avec beaucoup de mineurs pour gonfler le chiffre. Donc, qu'est-ce que vous imaginez? J'imagine que vous dites que les machines ne tombent en panne que dans vos fiefs? Soit il y a incompétence, soit il y a la volonté affichée de faire un complot contre l'opposition générale et tripatouiller le fichier, biaiser l'élection, truquer les résultats, octroyer la majorité totale, s'il faut dire absolue, de 2 tiers à l'Assemblée, à la mouvance présidentielle. Vous voulez dire que les machines ne tombent en panne que dans vos fiefs, selon vos constats? 80% c'est dans nos fiefs. En réalité, selon nous, c'est clair. Bien. Mais parce qu'il n'y a pas ce problème. Il n'y a pas ce problème. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est la CENI qui est véritablement l'institution organisatrice du processus qu'elle est la première qu'on responsabilise, mais les responsabilités directes sont à des niveaux différents parce que si on prend leur explication, c'est-à-dire que la CENI contracte des contrats avec des gens. Quand on parle par exemple de la qualité de ces machines-là, c'est un fabricant et un fournisseur sud-coréen qui a fourni les machines. Et le logiciel, c'est innovatrice. Donc la CENI a fait des marchés avec ces gens-là. Maintenant, si les machines s'avèrent un peu inadéquates par rapport à l'environnement, elles se bloquent et tout, le logiciel, peut-être que lui n'a pas encore posé de problème. Est-ce que directement, c'est pas d'abord le fournisseur des machines, mais comme c'est la CENI qui a contracté, en ce moment, vous responsabilisez la CENI. Et là, est-ce qu'on peut parler de mauvaise foi? Si le fournisseur n'a pas envoyé une machine de bonne qualité. Oui, monsieur, mais c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Et pourquoi c'est fait à dessein? Parce que une des recommandations du comité d'audit, c'est le recrutement effectivement d'un opérateur à base d'appel d'offres international.
Mais l'innovatrice, c'est un contrat gré à gré. Et qui entend gré à gré, vous comprenez, il y a toujours des dessous de cartes, dessous de table. Il y a toujours de la corruption. C'est la Direction nationale de passation de marché qui... Évidemment, il y a toujours de la corruption. Et quand partout il y a corruption, vous allez toujours trouver des failles. Bien. Alors, donc, moi je dis, ce n'est pas la faute de qui que ce soit, c'est la faute de la CENI directement. Parce que la CENI n'a pas respecté les recommandations de l'audit. Cet appel d'offres devait être international et ça devait être fait de manière consensuelle. Mais elle a décidé de choisir, parce que c'était ça la volonté du prince de Sékou Touré, innovatrice, pour qu'il fasse ce que le prince veut qu'on fasse. Mais ça ne marchera pas. Innovatrice a envoyé le logiciel. Évidemment. Pour l'instant, le logiciel n'a pas de problème. C'est les machines qui savent. C'est les Coréens qui ont fourni les machines. Oui, mais les Coréens n'ont pas fait ça comme ça. D'accord. Voilà. Alors, justement, les problèmes, vous les avez posés et je crois que la CENI ne pouvait pas les nier. Donc, du coup, la CENI a fait un communiqué pour dire oui, les problèmes ont existé, mais nous les avons résolus au fur et à mesure. Est-ce que vous faites confiance à cette volonté-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Chat échaudé à peur d'eau froide. C'est pas résolu. C'est pas résolu. C'est pas résolu. Et ça continue de s'empirer. D'accord. Avant, si c'était les machines qui tombaient en panne, il y a maintenant que les intrants manquent. D'accord. Il y a que... Les agents ne sont pas payés? Non, que les intrants manquent. Il y a que les agents également... ne sont pas payés. Voilà, commencent à entrer en grève et commencent à bouder. Le KR. Ouais. Et là, signifie purement et simplement... Et là, c'est parce que la CENI, même si vous l'accusez sur des aspects pratiques et opérationnels, mais les autres aspects là, les agents qui ne sont pas payés, les intrants qui manquent, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent à la CENI. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aussi interpeller le gouvernement de remettre à la CENI son budget pour qu'il puisse avoir tout ce qu'il y a à avoir dans ce processus-là? Et deuxième question, est-ce que vous pensez qu'ils seront obligés d'aller au-delà des 25 jours donc du 16 décembre, je crois. Février. Du 16 février. Non. Par rapport au recensement d'abord. La date limite, c'est le 25 décembre. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir aller au-delà, vu tout ce qui se passe comme anomalie? Beaucoup au-delà. Quelque chose qu'on doit faire en 90 jours. D'accord. Vous dites que vous pouvez le faire en un mois. Eh bien, soit vous le bâclez, ou bien vous faites des choses extraordinaires. Et en politique, l'extraordinaire, c'est la catastrophe. Donc on sera obligé d'aller au-delà. Loin au-delà. Du 25 décembre pour le recensement. Par rapport à l'aspect finance. Ensuite, ça c'est le gouvernement. Par rapport à l'aspect finance, toute la faute retombe à la CENI. Parce que la CENI qui a créé Urbi Orbi, qu'elle a eu les moyens nécessaires pour organiser en 25 jours. Une fois de plus, nous savions que c'était une date farfelue, parce que purement simplement le prince de Sékou Touré, M. Alpha Condé, voulait que ce soit cela. Mais est-ce que vous ne devez pas tous aider la CENI? Maintenant, il va prendre le pot. Est-ce que vous ne devez pas tous aider la CENI, parce que c'est votre institution aussi, que le gouvernement débloque l'argent, parce que cet argent, c'est pas pour eux, qu'il donne l'argent suffisant à la CENI? C'est une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de revenir continuer nos activités à l'Assemblée de l'Assemblée nationale. Parce que nous pouvons nous battre pour effectivement offrir beaucoup plus de moyens à cette CENI. Dans le volet dépenses de la loi des finances 2020, qui doit être voté quand? Ça vient. D'accord. Vous comprenez? Donc vous allez veiller à la ligne qui concerne les dépenses. Voilà. C'est une des raisons même, entre autres, qui nous a poussé de venir. Bien. Parce qu'au moins là, nous pourrons voir et nous pouvons bousculer. Parce que nous voulons les élections. Bien. Mais nous voulons les élections libres, transparentes, équitables. Bien. Parce que c'est nous qui avons besoin de l'alternance. C'est nous qui voulons venir au pouvoir. Le report ne nous convient pas. Nous ne voulons pas. Parce que ça retarde encore la souffrance du peuple de Guinée et ça retarde notre accession au pouvoir. Ça retarde votre venue à Sékou Touré. Et voilà. Et Sékou Touré nous appelle. Sékou Touré a besoin de Cellou Dalein Diallo maintenant. En 2020. Voilà. Bien. Alors, il faut d'abord passer le cap des législatives avant les présidentielles, bien sûr, en 2020. Alors, qu'est-ce que je voulais dire pour terminer, malgré quand même que ces anomalies-là sont je veux dire, présentes sur le terrain, vous continuez à demander à vos militants de continuer à se faire recenser? Oui. Qu'ils continuent à aller se faire recenser. Bien. Qu'ils continuent. Bien. En tout cas, on ne dira pas
que les militants ne sont pas venus se faire recenser. Ce qu'on dira, les militants sont venus, mais ils n'ont pas trouvé les recenseurs. Ils ont trouvé que les machines n'existent pas, ou bien ils ont trouvé qu'il n'y a pas d'intrants. Mais on ne dira jamais qu'il n'y a pas de militants pour venir se faire ça. Nous irons jusqu'au moment où tout le monde se rendra compte de leur gros mensonge. Quand quelqu'un dit qu'il est très beau la nuit, attendez que le jour arrive, la journée éclate, vous verrez si il est beau ou il est vilain. Bien. Ça c'est entre je dis de passage, ça c'est le proverbe bien aimé de ma grand-mère. Hein? On va terminer en 3 minutes sur les 2 autres sujets. Le FNDC plus requinqué par la libération de ses membres qui étaient donc l'autre fois enfermés, et donc il va marcher. Notamment il y aura la marche funèbre le vendredi, donc sûrement c'est après-demain ça, et puis il y aura une marche le 10 si je ne me trompe. Ça veut dire que la libération de ces messieurs-là vous mobilise davantage, vous ne voulez plus arrêter. Les gens pensaient que vous alliez faire une pause une fois qu'ils sont libérés et attendre de voir est-ce que Alpha va se décider de prendre la parole et programmer ce référendum ou pas. Mais vous voulez continuer à marcher. Mais n'oubliez pas que le FNDC est un esprit. Bien. Et quand l'esprit entre à la masse, ça devient une force irrésistible. D'abord, votre réaction à la libération de ces membres-là. Mais ce n'est que justice rétablie. Bien. Parce que c'était une injustice flagrante, un abus d'autorité, un banditisme d'État, voire même un gangstérisme, que d'aller cagouler en pleine nuit, aller prendre des citoyens paisibles sans mandat d'arrêt et les transporter à des lieux inconnus. C'est contre tout cela que nous voulons lutter. Bien. Alors donc, pour nous, la libération de Sano et de son équipe ne fait que nous galvaniser davantage. Bien. Prouver que le combat que nous menons est le combat de la vérité, le combat de la loyauté. Alors, voilà. Après, au moins on peut comprendre, je veux dire, après la marche funèbre, pour enterrer les 7 corps qui sont encore non enterrés, pourquoi vous n'arrêtez pas, comme je l'ai dit tantôt, parce que vous n'avez plus à démontrer en ce qui concerne votre capacité de mobilisation. C'est ce que la Codenoc et les mouvanciers mettaient en doute. Vous avez démontré votre capacité de mobilisation pour dire au président, si nous avons une position, c'est qu'elle est légitime par le fait qu'il y a ce peuple derrière nous. Même si Alpha Condé ne veut pas le voir, sûrement il le sait. Alors pourquoi continuer à marcher pendant que pour l'instant il n'a pas décidé de parler, de dire oui, maintenant je vais aller au référendum. Même quand il a été à Cancan, il a tout dit sauf référendum. Monsieur, pourquoi vous voulez continuer à marcher? Quand le président de la République va aux États-Unis et il dit à ses militants de se préparer pour voter, pour aller au référendum. Quand le président de la République vient à Zérekoré pour dire à la population, à ses militants, qu'il ne laissera pas la Guinée dans les mains de, entre guillemets, bandits. Quand le président de la République va à Cancan, il dit à mes parents que leurs fils qui ont rejoint le camp de l'opposition sont parce que vous êtes de Cancan? La Haute-Guinée, je suis de Djoma, je suis de Djoma-Bana. Djoma-Bana, c'est une sous-préfecture de Sigiri. Donc il dit que vous êtes passé... Je suis descendant direct de Sundiata Keita. Donc il dit que vous êtes passé dans, le camp de l'ennemi. Il va là, il dit que ceux qui sont avec l'opposition sont des ennemis. Vous comprenez que il a quelque chose qui lui tient à cœur. Et cette chose, c'est quoi? Cette chose, ce n'est autre chose que de se pérenniser au pouvoir, de continuer à être président de la République après 2020 donc, et de mourir au pouvoir. Mais ça n'arrivera pas. Donc vous allez continuer à marcher. Mourir au pouvoir, ça se limitera à Sékou Touré, paix à son âme, et à Lansana Conté, paix à son âme en Guinée. Aucun chef d'État ne mourra désormais ici en Guinée au pouvoir. C'est pas possible. Ça c'est pour son bonheur de toute façon. Alors, donc, et les 2 mandats seront respectés, ils sont intangibles. Qu'ils disent quoi qu'ils disent, qu'ils fassent quoi qu'ils fassent, le FNDC continuera de prouver que l'article 27 et l'article 154 sont intouchables. Tout le problème c'est là. Vous allez continuer à marcher jusqu'en 2020?
on va continuer à modifier, plus à marcher. Jusqu'en 2020. Jusqu'à ce que nous nous rendions compte que l'actuel locataire de Sékou Touré respectera la constitution de 2010 sur laquelle il a juré. Vous voulez qu'il fasse une déclaration pour ça? Non, pas besoin de déclaration. Pour que vous vous arrêtiez? Non, pas besoin de déclaration. Les gestes. Quel geste, par exemple? Les gestes. Il a dit que ce n'est pas une affaire de troisième mandat. Il ne veut plus que... Les gestes, c'est quoi? Les gestes qu'il laisse purement et simplement la Constitution tranquille. Qu'on oublie l'esprit de référendum, qu'on oublie l'esprit de changement de la Constitution. Et le troisième mandat. Vous comprenez? Non. Laissons, parce qu'il ne peut pas avoir de troisième mandat s'il n'y a pas de nouvelle constitution. Il l'a dit. Donc il oublie l'affaire de nouvelle constitution, l'affaire du référendum, qu'il oublie ça complètement et qu'il dise il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas de changement de la constitution. Point barre. Voilà. Et apparemment, il n'est pas le seul parce que son conseiller économique, Alassane Ouattara, a dit la dernière fois que lui aussi il ne veut pas laisser la Côte d'Ivoire entre les mains de ceux qui l'ont mal géré et tout. Apparemment, c'est le même discours qu'Alpha Condé là, puisque l'autre est le conseiller économique de l'autre, l'autre est le conseiller politique de l'un. Je ne connais pas la constitution de la Côte d'Ivoire. Ils ont le même agenda. Je ne connais pas la constitution de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si la constitution de la Côte d'Ivoire interdit à Ouattara de briguer un autre mandat, plus de 2 mandats. Mais ce que je connais, la constitution de la République de Guinée, constitution pour laquelle moi-même j'ai payé de mon intégrité physique parce que j'ai été maltraité, frappé, handicapé au stade du 28 septembre, le 28 en 2009, pour la liberté de la démocratie et pour la constitution guinéenne. Alors donc, c'est cette constitution qui m'intéresse, la constitution de la République de Guinée. Pas celle de la Côte d'Ivoire. Simplement, article 27, chef d'État élu en Guinée, 5 ans, renouvelable une seule fois. Bien. Alors, on va terminer, honorable, en 30 secondes. Vous êtes, comme je l'ai dit tantôt, président de la commission santé sport. En parlant de sport, le stade de Nongo qui a été, je crois, homologué, c'est fait ou pas encore? Parce qu'on a annoncé la présence d'une commission de la CAF à Conakry. Et en tout cas, le stade a été inauguré officiellement à l'occasion de la Coupe UEFA, quelque chose comme cela. Et puis, le nom donné au feu général Lansana Conté, les préparatifs de la CAN 2025 en tant que président de la commission sport. Quel regard vous avez sur tout ça? Est-ce que les préparatifs se passent bon train? Est-ce qu'on sera dans le temps, selon ce que fait le ministère du sport sur le terrain, et puis l'homologation et le nom du stade donné à Conté? À ramasser rapidement. D'abord, c'est une fierté que de donner le nom du stade au général Feu Lansana Conté, paix à son âme. N'oubliez pas que c'est à son temps que la Chine a décidé d'offrir ce joyau à la Guinée. Bien. Donc on lui donne le nom, est une reconnaissance posthume, paix à son âme. Deuxièmement, nous allons organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. J'ai cette certitude. Parce que je sais qu'à partir de 2020, il y aura une nouvelle équipe en Guinée. Bien. Je sais, et je suis convaincu que si c'est Cellou Dalein Diallo, et je suis sûr que ce sera Cellou Dalein Diallo, avec l'expérience qu'il a, avec les candidatures qu'il a, je suis sûr et certain que non seulement nous organiserons de manière éclatante cette Coupe d'Afrique des Nations, mais la Guinée remportera cette Coupe d'Afrique des Nations. Bien, alors, et en 2020... Alors, avant que Cellou Dalein n'invite Alpha Condé, ancien président, il le fera, à venir ensemble lancer les premiers matchs de la CAN 2025, faut-il que le régime d'Alpha Condé pose les jalons, n'est-ce pas, en construisant des stades, en lançant les chantiers. De ce fait-là, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui qui peut dire que au moins Cellou, si le président il pourra tenir cette CAN-là? Est-ce qu'il y a des actions? Je suis heureusement président de la commission sport de l'Assemblée nationale. Et je peux vous dire qu'avec le ministère des Sports, Agriculture et Patrimoine historique, nous travaillons d'arrache-pied. Est-ce qu'il y a des chantiers, des stades à l'intérieur du pays qui sont déjà, la volonté est là. Et n'oubliez pas que ce n'est pas la Guinée qui va financer. La construction des stades? Non, ce n'est pas la Guinée qui va financer. Déjà, à partir du moment que la volonté politique est là, à partir du moment déjà que les acteurs sont engagés, et il y a des mécènes qui sont prêts
à y mettre des siens. Je veux parler de KPC, je veux parler de Antonio Soare et tant d'autres qui sont prêts à mettre leur argent pour le bonheur de la jeunesse guinéenne et des sports guinéens, avec donc nous, députés, toutes catégories confondues. Vous pensez qu'on peut tenir ce délai-là? On peut le tenir et on va le tenir. Il y a des actions en cours maintenant. On va le tenir. Bien. On va construire des stades, on va construire des hôpitaux, on va avoir une équipe médicale partout, on va avoir des avions pour médicaliser, parce que nous serons là. Je vous dis qu'en 2020, ce ne sera plus l'équipe de M. Alpha Condé. Oui, je comprends. Non, mais avant qu'on arrive là, non, il faut que tu sois... Regarde, nos aérodromes à l'intérieur du pays n'ont même pas de pistes. On n'a pas des entreprises d'aviation locales, rien de tout ça. Alors que les gens doivent se déplacer de ville en ville, de Conakry à Zérékouré pour regarder les matchs, de Boké à, je sais pas, de Labé à Cancan. Il n'y a rien de tout ça. La Guinée a eu, avant même, le Sénégal, avant même la Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui il y a Air Sénégal qui atterrit en France, Air Ivoire un peu partout. La Guinée, avant ces pays, avait eu ses propres pilotes, ses propres aviateurs, parce que nous avons eu notre indépendance en 58. Je comprends tout ça. Non, je vous dis bien, écoutez-moi bien. On n'a pas de compagnie locale. Nous avons des ressources humaines capables. Nous avons l'expérience. Nous avons des aéroports un peu partout. Autant Sékou Touré, des aéroports ont été construits dans qui sont en mauvais état aujourd'hui. Voilà, il s'agit seulement d'investir pour les remettre à flot. Vous comprenez? Avec une crédibilité internationale. Déjà, nous aurons non seulement des avions, les pilotes ils sont là, et n'oubliez pas qu'il y a plus de 2 millions de Guinéens comme diaspora. Bien. Et c'est la crème. Donc vous êtes optimiste. Je suis optimiste. Vous êtes optimiste. Je suis optimiste. Bien. Parce que c'est 2025. Bien. Et parce qu'une fois de plus, à partir de 2020, avec Cellou Dalein Diallo, nous serons au pouvoir. Bien. Voilà. Et je vous souhaite de toute façon bonne chance. Merci. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc tout au titre de ce numéro de Café Débat. C'était un plaisir pour moi de vous avoir servi. À demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.